Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par saluer les autorités ici présentes, notamment la structure qui s'occupe de l'éducation au niveau de la ville de Dakar. Donc saluer et féliciter pour cette initiative qui a été prise, parce que je crois qu'en fait ce que l'on attend d'une municipalité, c'est aussi ça. C'est accompagner les citoyens, leur permettre de renforcer leurs capacités et mettre les atouts de leur côté pour les aider à faire une réussite éclatante aux épreuves du baccalauréat. Je suis à peu près sûr que vous pensez pratiquement à toutes les sorties, hein, pas seulement baccalauréat, certainement BFM aussi. Donc ça, c'est une excellente chose, vous méritez d'être félicité pour ça. Je connais bien le directeur de la structure pour son engagement, pour son implication, pour son abnégation, mais aussi pour sa capacité à prendre des initiatives au profit des citoyens. Donc félicitations pour ce profil-là. Félicitations aussi à toute l'équipe de la municipalité pour le travail qui est en train d'être abattu. Je crois que c'est bien. Madame l'a dit tantôt, le travail qui est en train d'être fait ce matin est un travail de consolidation. C'est ça qu'il faut comprendre, mais pas un travail de transposition. C'est pas des gens qui viendront remettre en cause tout ce que vous avez fait jusque-là, mais c'est plutôt consolider les acquis et nous assurer que les derniers réglages sont faits et que la marge de stress devient de plus en plus rétrécie. Parce qu'évidemment, quand on va vers des examens, il y a une marge de stress qui est plus ou moins grande. Mais plus on s'assure que l'on maîtrise les choses, plus qu'on s'assure qu'on est bien renforcé, plus la marge de stress se rétrécit. Donc c'est important. C'est important aussi que le candidat se dise que j'y vais avec mes propres armes. Parce qu'après tout, de quoi il s'agit? Le prof de français, le prof de philo, le prof de mathématiques, le professeur d'histoire et géographie, il met des ressources à votre disposition, mais c'est à vous de les utiliser. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, les épreuves sont posées de telle sorte que le candidat est challengé pour pouvoir utiliser des ressources qui sont à sa disposition en vue de résoudre un problème. Donc l'idée n'est pas de dire que bon, écoutez, cette année-ci, on a beaucoup parlé d'élections en 2024, il y aura des élections, etc. Donc forcément, on aura des problèmes sur l'État. Parce qu'il y a des réflexes comme ça, qui consistent à dire que, bon, moi, je fais une sorte de sélection, et il y a 2 ans, on n'a pas parlé d'État, ou il y a 3 ans, on n'a pas parlé de l'art, ou l'art, il revient très souvent. Vous voyez bien ce que je veux dire. Et que cette année-ci, on a beaucoup parlé de politique, il faut bien aller apprendre sa leçon sur l'art, ou sur l'État. Vous assimilez votre leçon sur l'État, on vous pose une question sur l'État, vous n'avez pas des ressources pour traiter cette question. Parce que vous avez des éléments que vous avez mémorisés, certes, mais le problème c'est comment les utiliser. Et je crois que madame a insisté sur l'affaire, les collègues qui interviendront reviendront certainement sur ces dispositions et sur ces préalables dont il faut être muni pour pouvoir traiter convenablement les questions qui vous seront adressées. Mais moi ce que je veux dire c'est que simplement, au-delà de cette révision, hein, le prof d'histoire-géographie se présentera, le prof de philo, j'en ai vu, hein, mes collègues qui sont là, le prof de lettres, je vois Bouchekan. Donc, ils vont être là. Mais au-delà des présentations, vous-même, vous allez voir des fois, et c'est là où on va chercher celui-là qui va avoir la mention très bien. C'est cette capacité de dire, on me pose une question de philo, mais moi, je vais chercher dans l'histoire et la géographie des éléments pour régler le problème. Je ne sais pas si vous voyez, je veux dire. Je veux dire quelqu'un qui a une culture générale forte, mais qui développe une approche systémique. C'est-à-dire, comment moi, je peux me référer aux enseignements en littérature, quelqu'un qui règle un problème sur l'art, par exemple, et qui dit, l'art est copie de la nature. L'artiste ne fait que copier les choses telles qu'elles sont. En fait, l'artiste présente la nature telle qu'elle est et non telle qu'il est. Je ne sais pas si on comprend. L'artiste présente la nature telle qu'elle est et non tel qu'il est. Ça veut dire que donc l'artiste fait preuve d'une certaine objectivité. Il veut présenter les choses telles qu'elles se sont déroulées dans la réalité. Voilà un candidat qui est challengé en philo pour nous parler de l'art comme reproduction, de l'art comme figuration. L'art ne serait que figuratif. Mais ce candidat-là peut se référer à ses connaissances sur le réalisme littéraire pour dire, écoutez, le réaliste est quelqu'un qui veut narrer les événements tels qu'ils se sont produits dans la réalité. Tel le cas de celui-là qui a écrit le Germinal, Émile Zola. Donc une façon de dire, bon, moi je vais me référer à mes cours en littérature pour régler un problème qui m'est posé en philosophie.
Donc je vais prendre de la littérature, de l'histoire et de la géographie, des sciences, etc., des éléments qui me permettront de régler un problème. Par exemple, je dis, pour le philosophe, excusez-moi, les profs de philo vont préciser certainement ça avec plus d'autorité. Je dis, le philosophe est quelqu'un qui se sert de la raison. L'utilisation de la raison est un élément essentiel en philosophie. Si on se réfère au livre 7 de la République de Platon, à travers l'allégorie de la caverne ou le mythe de la caverne, Platon établit de façon nette une distinction entre le philosophe et le non-philosophe. Un non-philosophe est quelqu'un qui ne se sert pas de la raison, mais qui préfère suivre aveuglément la masse. Par contre, le philosophe est celui qui ne reconnaît que l'autorité de la raison. Il veut soumettre tout à la délibération de la raison. C'est proprement avoir les yeux fermés, dit Descartes, et ne jamais tâcher de les ouvrir que de vivre sans philosopher. Donc un non-philosophe est à la limite frappé de cécité intellectuelle parce qu'il se contente de suivre aveuglément la masse. Il suit le on. Il fait ce que on fait. Pourquoi vous portez un masque? Parce que on porte un masque. Je ne parle pas de celles qui sont devant. Pourquoi vous mettez des cheveux naturels? Parce qu'on met des cheveux naturels. Pourquoi vous regardez tel film? Parce qu'on regarde ce film. Donc je ne fais que suivre on. C'est pourquoi Martin Heidegger dit que le non-philosophe est placé sous la dictature du on. Il est placé sous la dictature du on. Il suit aveuglément la masse, il ne se sert pas de la raison. Par opposition au philosophe qui considère que la seule autorité qui existe pour lui, c'est l'autorité de la raison. Donc, l'utilisation de la raison est un élément essentiel en philosophie. De la même manière, le déploiement de l'esprit critique est un élément essentiel en philosophie. Le philosophe est quelqu'un qui doute. Il doute de tout, comme dit Vladimir Jankélévitch. Jankélévitch dit, pour le philosophe, rien n'est évident, rien ne va de soi. Il doute de tout. Mais pourquoi doute-t-il de tout? Bon, certains me diront, c'est parce qu'il veut faire la différence entre le vrai et le faux. Mais moi je dis, des fois, il est facile de faire la différence entre le vrai et le faux. Si aujourd'hui je me présente devant vous et que je dis je suis Sadio Mané, vous allez tout de suite me dire que c'est faux. Donc vous faites la différence entre le vrai et le faux. Par contre, ce qui est plus difficile à établir, c'est la différence entre le vrai et le vraisemblable. Entre le vrai et le vraisemblable. Le vraisemblable, c'est ce qui ressemble au vrai, mais qui ne l'est pas. Et donc, si je ne déploie pas mon esprit critique, je n'arrive pas à faire la distinction entre ce qui relève du vrai et ce qui relève du vraisemblable. Voilà pourquoi le philosophe est quelqu'un qui doute. Massenton a dit, pour le philosophe, aucune idée, si vénérable soit-elle, ne peut être admise avant d'être passée au crible de la pensée critique. La philosophie ne commence qu'avec la décision de soumettre tout l'héritage culturel et idéologique à une critique sans complaisance. Donc, le philosophe est quelqu'un qui doute. Je dis une autre caractéristique de la philosophie, c'est la quête du savoir. Je ne vais pas parler de philosophie, je vais juste vous montrer les liens. Une caractéristique de la philosophie, c'est la quête du savoir. Un philosophe n'est pas quelqu'un qui possède le savoir, mais c'est plutôt quelqu'un qui va à sa recherche. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et puisque je ne sais rien, qu'est-ce que je dois faire? Mais je dois chercher le savoir. Et c'est là où le philosophe se distingue du dogmatique. Le dogmatique ne cherche pas le savoir, parce qu'il pense qu'il le connaît. Donc, le dogmatique est quelqu'un qui ne sait pas, mais il ne sait pas qu'il ne sait pas. Voilà pourquoi il ne cherche pas le savoir. Par contre, le philosophe ne sait pas, mais il sait qu'il ne sait pas. C'est pourquoi il va à la quête du savoir. Philosopher, dit Karl Jaspers, c'est être en route. Les questions sont plus essentielles que les réponses en philosophie. Et chaque réponse devient une nouvelle question. La philosophie se trahit elle-même lorsqu'elle dégénère en dogmatisme, c'est-à-dire en savoir mis en formule définitif et complet. Moi, j'ai parlé ici de l'utilisation de la raison, j'ai parlé de l'esprit critique, j'ai parlé de la quête du savoir. Prenez ces éléments et vous allez voir que ces éléments, vous allez les retrouver pratiquement dans toutes les sciences. Toutes les sciences se servent de la raison. La science opère en se servant de la raison. Le savant est quelqu'un qui se sert de la raison. Donc, en histoire, en géographie, etc., on vous demande d'utiliser la raison pour traiter les questions qui vous sont proposées. En conséquence, voilà un dénominateur commun. On a parlé de l'esprit critique. Il faut douter, il faut déployer son esprit critique. Regardez, la science ne fait pas autre chose. Le savant est quelqu'un qui n'accepte pas les conventions. Il n'accepte pas, de fait, les conventions qui sont établies, parce que ces conventions qui sont établies peuvent être fausses. Pendant longtemps, on a dit que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, et tout le monde était d'accord. Tout le monde était d'accord que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Ça ne posait aucun problème. Mais après, le savant a dit, attention, moi je vais douter de ces conventions établies par le groupe. Ce n'est pas parce que tout le monde a dit une chose que c'est forcément vrai. L'unanimité n'est pas forcément critère de vérité. L'unanimité n'est pas forcément critère de vérité. Ce n'est pas parce que tout le monde est d'accord sur une chose que cette chose-là est forcément vraie. Tout le monde était d'accord que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et le savant a pu dire, attention, le soleil ne se lève pas et le soleil ne se couche pas.
C'est la Terre qui tourne autour d'elle-même et qui tourne autour du Soleil. Newton établit la loi de la gravitation universelle, F égale K, facteur de M' sur D au carré. F, c'est la force gravitationnelle. K, c'est une constante qui est égale à 6,67 10 puissance moins 11. M' sont les masses qui s'attirent et D au carré, c'est le carré de leur distance. En fait, il établit ça et l'appelle la loi de la gravitation universelle pour montrer que le Soleil ne se lève pas et ne se couche pas. Le Soleil est fixe, c'est les planètes qui tournent autour d'elles-mêmes et qui tournent autour du Soleil, à travers ce qu'il appelle une orbe de rotation. Donc, regardez bien, et vous voyez, je parle de philosophie, je parle de physique un peu, et ça va être plus... Donc, on se sert de la raison, on déploie l'esprit critique, mais on va à la quête du savoir. Vous n'allez pas me dire que le professeur d'histoire et de la géographie ne recherche pas le savoir. Il va à la quête du savoir, il renouvelle les connaissances. C'est de ça qu'il s'agit. C'est valable pour la science. C'est valable pour la science. Élèves de CM2, on va travailler ensemble. Et je termine peut-être avec ça. Élèves de CM2, 9 moins 10, c'est égal à combien? 9 moins 10. Élève de CM2. C'est impossible. C'est impossible. Mais l'élève de CM2 n'est pas fou. C'est le maître qui lui a enseigné ça et le maître n'est pas fou. C'est lui qui lui a dit que vous ne pouvez pas poser cette opération. 9 moins 10, c'est indécidable pour parler comme les logiciens. Vous ne pouvez pas traiter cette question parce que ça ne se pose pas. Mais pourquoi? Parce que le maître, il travaille avec l'ensemble n des entiers naturels. Or, quand vous avez l'ensemble n des entiers naturels, on n'admet pas de nombre négatif. Ça va de 0 à plus l'infini. Élève de terminale, L, 9 moins 10, c'est égal à combien? Moins 1. Donc vous voyez que vous avez évolué un peu. Vous avez évolué. Vous avez cherché le savoir, vous avez quitté N et vous en êtes arrivé à R. N, c'est de 0 à plus l'infini. R, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Ça devient plus grand. Élève de terminale, L toujours. Moins 1 au carré, c'est égal à combien? Moins 1 au carré. C'est égal à 1. Parce qu'on vous aura dit que le produit d'un nombre carré est toujours positif. Élève de terminale S, I au carré, c'est égal à combien? I au carré est égal à moins 1. I au carré est utilisé dans le calcul de la résistance des tenseurs en électricité et c'est égal à moins 1. Mais pourquoi? Parce qu'on sort d'un autre ensemble qui est R pour entrer dans l'ensemble C des complexes qui admet que le produit d'un nombre carré soit négatif. Voilà qui fait que dans le domaine de la science aussi, il y a une quête perpétuelle du savoir. Il y a une quête perpétuelle du savoir. Donc, on recherche le savoir dans la philosophie. Le philosophe est quelqu'un qui est à la quête perpétuelle de la connaissance. C'est un éternel insatisfait. Mais comprenez que cette disposition, on va la retrouver en histoire et géographie. On va la retrouver en mathématiques. J'ai parlé tout à l'heure des mathématiques. On va retrouver ça en physique, etc. Donc, c'est des dispositions fondamentales qu'il faut comprendre comme telles et qui montrent qu'au fond, au-delà des clivages entre les disciplines, il y a des points d'intersection. Et donc, le candidat ne doit pas avoir, je crois, de problème à se dire, écoutez, je suis en train de traiter un problème de philosophie, je suis en train de traiter un problème d'histoire, je suis en train de traiter un problème de géographie, je suis en train de traiter un problème de littérature, mais il se peut que je me réfère à d'autres disciplines pour chercher des arguments qui me donnent encore beaucoup plus de force. Il ne faut pas cloisonner les disciplines, c'est ça que je veux dire. Cloisonner les disciplines, dire que ça c'est histoire, c'est géographie, ça n'a rien à voir avec la philosophie. Ça c'est philosophie, ça n'a rien à voir avec les autres. Donc il ne faut pas cloisonner, il y a des va-et-vient possibles. Je ne suis pas en train de dire maintenant, attention, je ne suis pas en train de dire qu'on vous donne un sujet, c'est comme l'élève de CM2, on lui donne un sujet sur l'oreille, en observation, alors qu'il avait appris l'œil. Il avait appris par cœur l'œil. Alors il commence, il dit, bon, l'oreille est très importante parce qu'elle nous permet d'écouter et d'entendre. Mais il ne faut pas oublier non plus l'importance de l'œil. Et après, il récite sa leçon sur l'œil. Il ne faut pas faire ça non plus. La chose la plus importante, c'est s'armer de suffisamment de ressources pour nous assurer que nous avons la possibilité de traiter convenablement les questions qui nous sont adressées. En principe, ça je le sais, vos professeurs, vos encadreurs se sont acharnés pendant toute l'année à mettre des connaissances, à mettre des ressources à votre disposition. Ils ont fait ça. Ils ont même fait plus que ça. Ils ont fait des renforcements, ils ont fait des prolongements, ils ont fait des recadrages. En principe, vous avez tout. Maintenant, la question, comme disait madame, elle a raison, c'est quand on a beaucoup de ressources, c'est comment on les utilise de façon efficiente et intelligente pour régler un problème qui est posé. Et donc, éviter encore une fois tous ces clivages-là. J'ai un problème de philo, je peux me référer à l'histoire des fois pour trouver des exemples.
je peux me référer. Le profil de Hitler dans l'histoire est un profil qui nous semble important. Le rapport que Hitler entretenait avec son peuple, cette capacité de manipulation du peuple et orienter le peuple vers une direction dans une certaine mesure, flattant le peuple, en disant au peuple que vous êtes la race aryenne, vous êtes la race supérieure. Vous voyez, c'est cette manipulation que l'État, des fois, peut développer dans une certaine mesure pour maintenir les gens dans la servitude. C'est de ça. Je me réfère à l'histoire. Je me réfère à l'histoire de Hitler. Hitler qui était entouré de grands penseurs, hein, de grands psychologues, de grands sociologues qui étaient autour de lui et qui l'aidaient à flatter le peuple et qui l'aidaient à manipuler le peuple en faisant croire au peuple que vous êtes supérieur à tout le monde. Et finalement, par la ruse dont parle Nicolas Machiavel, Hitler est resté longtemps au pouvoir. Vous voyez, moi je suis en train de parler de ruse chez Machiavel, mais je cherche des exemples dans mes leçons d'histoire. Voilà ce que je veux dire. Donc, comment je refuse de m'enfermer, mais que je dis les disciplines ne sont pas face à face, elles sont plutôt côte à côte. Et que donc, je peux me référer à une discipline pour chercher des éléments en vue de régler un problème qui m'est posé. Je vais simplement terminer par dire que vous allez vers le bac et vous allez avoir votre parchemin. Le problème ne se pose pas. Des fois, le stress, je vous assure, hein, des fois, le stress, c'est... Moi, je suis au département des psychologues conseillers à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis prof au département des psychologues conseillers. Donc, quelque part, notre travail aussi, c'est accompagner les élèves, surtout ceux qui font des examens, sur le plan psychologique, pour qu'ils ne soient pas perturbés. Des fois, une des perturbations, ce n'est pas la connaissance des cours. Hein. Les élèves connaissent leurs cours. Moi, je n'ai aucun problème là-dessus. Par contre, le problème de l'élève, c'est si je rate mon examen, comment on va me regarder dans mon quartier? Les gens s'intéressent trop à Wakonyba. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, non, en fait, c'est vous. Il s'agit de votre destin. Il s'agit de votre avenir. Il ne faut pas trop accorder d'intérêt à Wakonyba jusqu'à être totalement perturbé, jusqu'à être totalement stressé. C'est d'abord et avant tout votre problème. C'est votre rapport à un examen. Et donc, dites-vous que nous avons toutes les ressources. Nous avons toutes les ressources. Vous avez tous les éléments, vous avez toutes les connaissances, tous les acquis, toutes les compétences, et qu'il n'y a pas de problème. Vous allez avoir votre baccalauréat. Après, on va faire une grande délégation après le baccalauréat pour aller à la ville de Dakar, dire à l'équipe du service